C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette scène African Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Dirlong Abiaga. Il est directeur du développement du réseau d'Afrique. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Merci, Amadou. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur, on va parler du développement durable en Afrique. Vous savez très bien, si on parle de développement durable, on parle des besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Donc, comment voyez-vous le développement en Afrique et pensez-vous qu'il y a une crise de développement en Afrique? Alors, le thème qui est le développement durable a deux connotations. Il y a une connotation qui est plutôt le problème majeur mondial, mais plus sur les pays déjà développés, qui est le développement durable. Ça veut dire continuer à performer sur l'état actuel du développement sur ces territoires, mais en essayant de préserver notre terre à tous. Ça veut dire dans la réduction des émissions carbone, dans des process environnementaux, dans des traitements de déchets, dans la capacité à maintenir l'espace océanique et les pôles en place, en tout cas maintenir la Terre. Ça fait partie du développement durable, mais c'est un développement durable pour des pays déjà développés. En parlant de développement durable pour l'Afrique, ça a trait donc à deux issues. Il y a l'issue identique parce que c'est la même problématique. Notre terre, elle est unique. On a exactement les mêmes problématiques qu'en Europe, de développement durable, donc préserver la qualité de l'air, la qualité des sols, la qualité de nos océans pour les générations futures. Mais ça impacte un deuxième volet pour l'Afrique parce que la majorité des pays africains sont dits des pays en voie de développement, c'est-à-dire des pays en réalité qui n'ont pas encore atteint le stade de développement. Donc, il y a aussi cette partie-là. Il faut que ça passe en voie de développement jusqu'au développement et il faut que ce développement soit durable. Donc, je pense que tout au long du débat, nous allons voir comment accéder de pays en voie de développement aux pays développés et de manière à avoir, parce que le développement, c'est une stratégie, c'est des politiques, c'est des projets. Il faut que cette stratégie, ces politiques et ces projets soient durables, pas des projets qui ont une limitation, qui ont un délai de vie limité. Et il faut que ces projets de développement, cette politique, ces stratégies soient profitables non seulement à notre génération, mais également aux générations futures. Donc vraiment, la problématique du développement durable, elle est encore plus intense quand on parle de l'Afrique, parce que justement, elle fait attrait à ces deux voies qui sont très importantes pour les populations africaines, pour nos pays, mais également pour le monde. Bien, vous savez très bien, la plupart des pays africains se sont référés par rapport au modèle européen ou bien américain, vous le savez très bien. Donc, selon vous, quels sont les modèles qui ont inspiré le développement des pays africains et ont-ils permis de sortir les pays africains du sous-développement? Alors, très schématique, l'Afrique sortie de la phase de la colonisation s'est appuyée sur les modèles de développement à la base des colonisateurs. Donc, pour la partie francophone, sur la base du développement, sur la base des modèles français, la partie anglophone sur la base des modèles anglais, et puis ceux qui étaient au milieu des pays tels que l'Éthiopie, le Libéria, enfin, ce sont un peu fait un mix, mais en tout cas, généralement, des modèles éprouvés en Occident. Aujourd'hui, au bout de plus d'une cinquantaine d'années, c'est logique de se poser la question, est-ce que ces modèles suivis sont pertinents, ont été performants? La question, évidemment, c'est ni blanc ni noir, on ne peut pas dire oui ou non, mais le constat est qu'il y a très peu de pays réellement qui sont passés d'un stade de pays sous-développés
pays en voie de développement et pays développés. Il y a quelques pays qui ont émergé un peu plus que d'autres, mais d'une globalité, on pense quand même que l'Afrique reste un continent en voie de développement. Donc, cela remet à dire qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui clairement la question, est-ce que si on ne peut pas améliorer les modèles suivis, si on ne peut pas adapter, ou alors si on ne peut pas créer un modèle nouveau qui va permettre réellement de passer de l'étape d'envoi de développement à l'étape de développement. Et c'est ce modèle-là que je pense que dans notre discussion d'aujourd'hui sur le développement durable, je pense qu'il faut qu'on remette un nouveau modèle en place et un modèle qui est issu réellement des entrailles même de l'Afrique, de sa population, de ses territoires et de son environnement. Je pense que c'est ce modèle, évidemment, sans être opaque, sans être en autarcie. On sait qu'on vit dans un monde complètement ouvert, mais il faut qu'on arrive à se créer un modèle à nous qui est ouvert à l'extérieur, mais je pense qu'il va être beaucoup plus performant, en tout cas en termes de durée. Sur une durée plus courte, nous emmènera probablement à un développement et un vrai développement durable. Et il y a quelques cas, hein, on voit, il y a quelques pays qui ont un peu mis en exergue des modèles authentiques, en tout cas des modèles locaux de développement. Et sur quelques dizaines d'années, on voit le Rwanda qui est en train de s'élever à partir en ayant puisé la stratégie de développement en interne. On voit le Ghana qui décolle, enfin, il y a quelques pays comme ça. Donc, je pense que la vraie stratégie de développement réside à le puiser, à le créer en interne de nos territoires. Bien, parlons quand même de quelques pistes qui vont permettre à l'Afrique de se développer, de développement, comme vous l'avez si bien mentionné. Donc, quelles sont les pistes pour parvenir au développement durable en Afrique? Et pensez-vous que la Banque africaine de développement doit appuyer de plus l'agenda du développement durable en Afrique? Les pistes, évidemment, en fait, les voies du développement, elles sont doubles. Il y a d'abord des voies culturelles, intellectuelles et sociologiques à mettre en place. Et il y a des voies plus opérationnelles qui ont attrait à comment on construit ce développement sur le terrain, sur les territoires. En parlant de façonner de manière efficiente par l'intellect, le développement, je pense qu'il y a 3 points majeurs sur lesquels il faut complètement remettre à plat qui vont permettre après aux parties opérationnelles d'émerger. Il y a d'abord l'intégration complète des populations dans le projet de développement. Et ça va d'une intégration des diversités et une intégration du genre. Je pense que pour un territoire à plus de 1,3 milliard habitants, globalement sur l'Afrique, il faut qu'on on intègre toute la ressource humaine, toute l'intelligence collective dans le projet de développement. Ça veut dire intégrer les populations pauvres, très pauvres, les emmener à passer le cap pour être pas seulement que de la main-d'œuvre, une force pensante aussi dans le projet de développement. Intégrer les femmes, la moitié du continent, ce sont des femmes. Il faut arriver, quitte à passer par le législatif, pour intégrer complètement les femmes à la stratégie globale de développement. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut se mettre dans une souveraineté économique, sociale et culturelle. Il est évident que tous les pays, grands ou petits, pour arriver, on peut avoir des exemples récents hein, de la Corée, de la Chine, de l'Indonésie, pour arriver du stade de pays en voie de développement, pays de développement, il faut à un moment donné arriver à une souveraineté qui permette de prendre au jour le jour les bonnes décisions pour le développement du pays. Donc une souveraineté économique, sociale et culturelle. Et enfin, le dernier point,
ça c'est là je cite des points réellement non opérationnels, c'est les points de base. Il faut arriver à diversifier ses partenaires. Donc, à arriver à prendre ce qui se fait de mieux partout, pas que sur des modèles préétablis comme on a pu le faire avec quelques pays. Il faut que la diversité des partenaires, par exemple, les partenariats avec le Canada, le Brésil, et j'en cite et d'autres, quoi. Donc, pour résumer, il faut une intégration des populations. Le développement doit se faire avec des populations qui représentent une force pensante, que ce soit la diaspora, les femmes, les pauvres, les très pauvres. Et tout ça, là, pour intégrer ces populations, il faut évidemment de l'éducation pour qu'un pauvre puisse, pour que les populations pauvres ou très pauvres puissent arriver à un niveau où elles peuvent participer au développement. Il faut qu'elles aient accès à l'éducation. Il faut une souveraineté économique, sociale et culturelle. Et il faut une diversification des partenaires. Mais tous ces trois facteurs, il faut qu'on parle de l'Afrique dans sa globalité. Il faut une grosse intégration régionale. Les projets de développement sur des petits territoires, parfois comme on a en Afrique, ne peuvent pas se faire sans une réelle intégration régionale ou sous-régionale. Il faut réfléchir le raisonnement au niveau sous-régional ou même au niveau complètement africain. Après tout, il n'y a que 1,3 milliard d'habitants. En Chine, il y en a 1,4 milliard. En Chine, il y en a 1,3 milliard. En Afrique, il y en a 1,4 milliard. Et la Chine se conçoit dans sa globalité. Il faut aussi qu'on ait une intégration qui conçoit l'Afrique dans sa globalité pour arriver à un développement durable et global. Bien, on va parler de l'industrie. Vous savez, si on parle de l'industrie, on parle des matières premières. Vous savez, la Guinée-Conakry devance la Chine. La Guinée devient le deuxième pays le plus exportateur de bauxite au monde. Donc, pensez-vous que l'industrie est l'un des facteurs du développement en Afrique? Quand vous parlez de l'industrie, vous parlez plutôt là de l'extraction des matières premières. C'est quand même une sous-unité de l'industrie, en tout cas de l'industrialisation d'un pays. Et évidemment, la conception de base qu'on a eue sortie des indépendants était de créer du produit intérieur brut, de créer de la richesse pour le pays. Et malheureusement, tous nos pays, nous sommes tous jetés sur l'extraction des matières premières qui apportaient de la devise, qui faisait que le pays s'enrichissait. Est-ce que ça a été le bon enrichissement ou non? Ça, il faut le voir. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à voir avec le bilan au bout de plusieurs décades que l'extraction des matières premières n'est pas corrélatif au développement. C'est pas un lien parce que plusieurs pays se sont lancés dans l'extraction de la bauxite, du fer, du pétrole, de l'uranium, mais on n'a pas forcément vu le lien entre la production de richesse et le développement. L'industrie, c'est un tout. Il y a l'extraction des minerais, il y a la transformation des minerais et il y a même le volet aller dans la manufacture, donc la production des équipements issus de cette industrie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un enchaînement de ces trois séries de piliers de l'industrie pour arriver à réellement parler de l'industrie et un pays industriel, donc un pays développé. Mais en revenant dans le cadre opérationnel, là, tout à l'heure, j'avais évoqué 3 points majeurs qui permettent le développement. Mais maintenant, pour arriver à la phase opérationnelle du développement, il faut s'appuyer sur, à mon sens, il y en a plusieurs, hein, mais moi, je retiens 5 grands piliers opérationnels qui permettent le développement. Vous avez cité l'industrie, effectivement, l'industrie que je rentre dans les infrastructures. Mais le premier vrai pilier, donc, c'est la construction, l'aménagement des infrastructures. Parce que les infrastructures, que ce soit des infrastructures de communication, de transport, de logistique, c'est vraiment l'épine dorsale qui crée le développement, qui réduit la distance, qui permet l'éducation, qui permet la santé. Parce que si vous arrivez à
rapprocher l'école des villages par la création des routes, par exemple. Vous allez favoriser les populations rurales qui vont aller à l'école ou qui vont aller à l'hôpital. Et en favorisant l'école sur des populations rurales ou des populations très pauvres, vous permettez à ce niveau d'accéder à un niveau de culture et d'éducation où ils vont être force participative du développement. Donc, premier pilier, l'infrastructure. Le deuxième pilier, c'est l'agriculture. L'Afrique, avec 30 millions de kilomètres carrés, dont au moins un tiers est érable, donc on peut cultiver au moins sur 10 à 15 millions de kilomètres carrés. Je crois qu'au niveau mondial, malgré les idées qu'on a sur le fait qu'il y a le désert du Sahara et tout le reste, ça constitue un pilier fort sur lequel on n'a même pas besoin, je veux dire, d'une technologie fortement avancée pour s'adapter. Évidemment, il faut que l'agriculture soit mécanisée, soit équipée, mais la base de l'agriculture, c'est quand même d'avoir un foncier adaptable. Et ça, on l'a. Et pour moi, opérationnellement, c'est le deuxième pilier sur lequel il faut avancer. Le troisième pilier, c'est sur les énergies. L'Afrique est le réservoir mondial de l'énergie, des énergies. L'énergie solaire, éolien, je ne parle même pas des minerais, mais ne fût-ce que l'énergie hydraulique. On regarde dans le bassin du Congo, la force hydraulique qu'il y a dans tous les fleuves. On pourrait construire l'enchaînement des barrages d'Inga en RDC qui pourrait alimenter quasiment toute l'Afrique en énergie. Et l'énergie, dans le monde moderne, c'est l'énergie qui permet la production, qui permet Internet, qui nous permet, nous, de communiquer, qui permet d'avoir de l'électricité dans les écoles, dans les hôpitaux, qui permet, en tout cas, au développement des autres pans annexes de l'infrastructure de l'agriculture d'avancer. Et là-dessus, c'est un pilier sur lequel on a tout à portée de main. Après, vous avez posé dans votre question, vous avez parlé de la Banque africaine de développement, j'y viendrai. Et les deux autres piliers, c'est évidemment la santé et l'éducation. C'est quand même en lien avec ce que j'ai cité plus haut. Et surtout, j'en reparle à nouveau encore, l'intégration régionale. Donc, concevoir le développement dans sa globalité africaine, avec tout l'ensemble des pays constituant un vrai projet de développement global. Parce que les États-Unis ou la Chine, c'est des territoires certes un peu moins vastes que l'Afrique, mais c'est des territoires qui sont conçus avec des projets de développement globaux. Et je pense qu'avec les petites, les subdivisions régionales qui existent entre la CEDEAO, la CEAC, et c'est des entités qui permettent d'initier des vraies stratégies, des vraies politiques de développement sur l'ensemble du continent africain. Et évidemment, excusez-moi, vous avez parlé de la Banque africaine de développement, j'y viens. Évidemment, on peut avoir la ressource humaine, on peut avoir les matériaux, mais il est également important d'avoir des capitaux. Et ces capitaux viendraient, pour financer ces infrastructures, viendraient évidemment de la Banque africaine de développement. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on financerait, le développement de l'Afrique à partir des aides. Il faut arrêter de le penser. Le développement de l'Afrique doit se faire à la base avec des capitaux venant essentiellement de l'Afrique, d'où le rôle important que doit jouer la Banque africaine de développement. Évidemment, il y a d'autres partenaires qui sont membres au capital de la Banque africaine de développement, mais ça doit être l'instrument de base, l'instrument financier essentiel pour que tout l'ensemble de cet enchaînement de projets qui permettent le développement s'articule. Voilà. Oui. Bien. De 5 piliers du développement selon vous. Vous savez très bien, en Afrique, on a des matières premières et ça n'en finit pas. Il y a des solutions, on arrive à mettre des solutions en place, mais ça ne marche pas, la plupart. Donc, selon vous, comment mettre des solutions ou bien des mesures en place pour permettre à l'Afrique de se développer à long terme? L'extraction des matières premières
n'est pas antagoniste au développement. C'est évident qu'avec la croissance toujours accélérée au niveau mondial, le monde a besoin des matières premières. Donc, l'extraction des matières premières, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est quelque chose de nécessaire. Mais maintenant, il faut savoir que fait-on de l'extraction de ces matières premières pour les pays qui en ont. Évidemment, il faut voir la chose des deux manières. C'est qu'il faut que l'extraction des matières premières se fasse dans une optique de développement à long terme et durable. Donc, en préservant, en laissant une partie des ressources aux générations futures. Mais il est nécessaire de faire de l'extraction des matières premières. Mais cette extraction doit s'accompagner du volet de développement. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, ce volet de développement est articulé sur le fait que l'extraction doit s'accompagner de la transformation des matières premières. Il faut absolument que tout pays africain qui détient des minerais en son sous-sol ait à terme une politique qui va permettre de faire la transformation des matières premières. Il y a quelques pays qui commencent à le faire. Dans le domaine agricole, la Côte d'Ivoire a un exemple en la matière. La Côte d'Ivoire a des ressources agricoles, le cacao et le café énormes, et la Côte d'Ivoire s'est lancée dans la transformation de ces ressources qui lui réussit bien. Et il faut que les pays comme la Guinée, comme la RDC, comme le Gabon, tous les pays qui ont des matières premières se lancent dans la chaîne de transformation. Et c'est là le grand défi majeur dans les politiques de développement, le grand défi à venir. Et je voulais dire justement qu'il y a le Gabon, justement, avec le manganèse, qui s'est lancé dans un projet qui est déjà fonctionnel dans la transformation, enfin une première transformation à demeure, donc à Moanda, de ces matières premières. Donc, c'est très, très important. Ok, je voudrais dire que, parce que vous avez parlé des pistes, ainsi de suite, je voudrais vous demander cette question. Est-ce qu'on peut mettre des objectifs en place pour permettre... Pour qu'un projet soit réalisable, c'est la base. Hein. Pour qu'un projet soit réalisable, il faudrait qu'on ait le sujet, il faudrait qu'on ait les objectifs à atteindre et il faudrait qu'on ait les délais pour les atteindre. Donc, si on parle du développement durable de l'Afrique, à terme, il faudrait que l'Afrique soit développée, ça veut dire puisse avoir une industrie en place, une agriculture en place, une population éduquée et une population éduquée à faire en sorte que le tiers de la population qui est considérée comme population très très pauvre atteigne à un niveau d'autosuffisance où elle peut être participative dans le processus de développement. Et tout ça mis bout à bout, je pense que nous avons mis 50 à 60 ans pour partir des pays dépendants aux pays indépendants en voie de développement. Je pense que de manière raisonnable pour la majorité des pays, compte tenu des moyens modernes de communication, d'information, je pense qu'à un délai de 20-30 ans, je pense que sur un délai de 20-30 ans, on peut avoir, à mon avis, au moins la moitié des pays africains qui se retrouveraient dans un niveau de développement avancé. Et d'ailleurs, je parle de l'agenda 2063 fait entre l'Union africaine, la Banque africaine de développement, même la Banque mondiale. C'est un agenda 2063 qui propose des schémas, des objectifs de développement qui ont pour terme 2063. Et je pense que pour tous les pays africains ou même sur un canevas regroupant une zone économique d'Afrique, on peut se mettre à un délai raisonnable de 30 ans en ayant le focus sur les 5 piliers de développement, en se mettant sur un niveau de souveraineté qui permet la décision d'orientation stratégique faisable. Et je pense que sur une délai d'une trentaine d'années, la majorité de ces projets peuvent être mis en place. Ça veut dire que
on peut arriver immédiatement à une nouvelle génération d'Africains, donc dans les années 2050, 2060, donc la jeune génération qui aura acquis des connaissances nouvelles pour prendre le flambeau réellement, pour arriver à un niveau où on est quasiment à égalité avec l'ensemble des pays développés de la planète. Bien, parlons de quelques pistes que vous avez élaborées concernant le développement durable en Afrique. On va parler de l'agriculture en Afrique. Vous savez très bien, si on parle de l'agriculture, d'une part, on parle des femmes. Donc, selon vous, quel est le rôle des femmes dans le système de développement et comment les faire intégrer de plus? Exactement. C'était dans mes propos préliminaires, je parlais justement de l'intégration des populations et de l'approche du genre, justement. Que je le répète à nouveau, il n'est pas concevable pour tout pays, et notamment l'Afrique, de ne pas intégrer la moitié de sa population dans un processus de développement, donc les femmes. Vous me demandez actuellement si les femmes intègrent le processus de développement. Très, très peu. Il y a quelques pays où il y a des efforts qui sont faits en la matière. Il y a notamment le Rwanda, le Gabon, il y a quelques pays. On a vu un petit peu le Ghana. Mais si on regarde purement les chiffres, les statistiques, la proportion des femmes qui participent aussi bien dans l'économie, dans la finance, dans l'industrie, dans la réflexion en menant ou même dans les opérations en menant le développement, c'est très, très peu. Pour moi, la solution que je pense envisageable, c'est une voie de légiférer en la matière. Comme on a pu le voir dans des grandes lois qui ont permis à la population marginalisée des États-Unis, des grandes lois de ségrégation qui permettait en tout cas qui donnait une certaine priorité à l'émergence des populations africaines, américaines. Et je pense que nos pays ont tout intérêt à mettre des lois en place parce que si on laisse le processus naturel se développer, il va être très lent. Et je pense que légiférer sur le fait que dans les écoles, la moitié des élèves doit être la population fille, légiférer dans des institutions, dans des administrations. Je vous ai perdu? Oui, ok, allez-y. Okay. Oui, je pense qu'il convient de légiférer, d'envoyer vraiment quelque chose de puissant et fort et d'immédiat que les femmes doivent être complètement participantes au processus de développement et commencer par les jeunes filles qui sont en âge de se scolariser, de se soigner. Donc, cette jeune génération, je pense que c'est par là qu'on doit commencer à emmener, se décider à emmener 70-80% d'une génération de filles à l'âge scolaire, les emmener à l'école jusqu'à un niveau avancé, va permettre de rattraper ce retard qu'on a sur le fait qu'il y a la population féminine qui est marginalisée, qui n'est pas mise à la contribution du développement. Pour moi, la solution immédiate, c'est là. Légiférer pendant 10, 15 ou 20 ans. Et je pense qu'une fois la mayonnaise est prise, les choses après peuvent se faire d'elles-mêmes. On peut abolir à nouveau ces lois parce qu'il y aura l'effet de masse qui aura permis qu'elles éclorent. Et là, on aura réellement des femmes participant à l'essor de développement. Bien, on va parler de l'éducation, de l'autre pilier du développement durable en Afrique. Vous savez très bien, l'éducation, si on parle de développement durable en Afrique, on parle de l'éducation. Si on parle de l'éducation, on parle des ressources humaines. Donc, pensez-vous que l'éducation est le fondement du développement durable en Afrique et comment? Ah oui, complètement. Complètement. Je veux dire, si Amadou, vous et moi, on est là aujourd'hui dans cette émission, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir une éducation qui nous a permis de pas réfléchir, parce on réfléchit bien sans être allé à l'école,
mais nous a permis d'appréhender le monde, de saisir des problématiques et de les analyser et d'en trouver des solutions. Et tout ça, là, on le doit à l'éducation qu'on a eue dès le jeune âge. Donc, c'est vraiment le fondement de tout. De tout. Et malheureusement, dans quelques pays africains, le taux de scolarisation est encore faible, alors que c'est réellement la première voie d'avenir. En fait, la première richesse d'un pays, c'est l'homme, c'est les hommes, avec un grand H, hommes et femmes compris. Et si cette richesse, elle n'est pas utilisée parce qu'elle n'a pas été éduquée, ou elle n'est pas participative au développement, ou elle a été laissée en marge dans une pauvreté extrême, on se prive de la première richesse essentielle au développement. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument des investissements massifs, mais intelligents. Ce n'est pas que le fait de construire des écoles, par exemple, qui fait qu'on a investi massivement dans l'éducation. C'est un ensemble. Il faut de l'investissement pédagogique, il faut rapprocher l'école de là où des zones rurales, des zones urbaines. Il faut un investissement sur les moyens de permettre cet enseignement. En fait, c'est vraiment là le cœur pour permettre à une génération de grandir en pouvant appréhender le monde, en pouvant appréhender les problématiques. Donc là est le nœud. La richesse, c'est l'homme, mais l'homme a besoin de se construire. Et donc, il faut le construire avec une base qui est l'école. Et une fois il est construit, il va pouvoir développer tout son potentiel dans un monde, en tout cas dans une Afrique remplie d'opportunités énergétiques, d'opportunités agricoles, d'opportunités. L'Afrique a la plus grosse opportunité de croissance mondiale. Vous savez, les pays développés, pour ceux qui font un niveau de croissance exceptionnel, arrivent à 10% de croissance, d'autres sont à 0. Mais l'Afrique, dans les 20 prochaines années, on pourra avoir des territoires qui vont atteindre 20-25% de croissance. Et en fait, c'est la rampe du monde pour les prochaines décades. Et pour que ça le soit, il faut un investissement sur la principale richesse qu'est l'homme. Et donc, il faut l'éduquer à la base. Oui. Donc, selon vous, quels sont les enjeux du développement durable en Afrique et comment résoudre les problèmes? Alors, pour résoudre les problèmes du développement durable, il faut d'abord les identifier. On en a identifié pas mal. Hein. Quand on parle de souveraineté économique, culturelle et sociale, ça veut dire que cette souveraineté ne marchait pas complètement comme on le souhaite. Quand on parle de développement des infrastructures, ça veut dire que l'Afrique est dépourvue d'infrastructures permettant le développement. Donc, c'est mis bout à bout en Afrique, on constate qu'il y a encore beaucoup de tard, beaucoup de pesanteur qui empêchent le développement parce qu'on ne réfléchit pas à une intégration régionale complète de l'Afrique, bien que c'est en route actuellement avec quelques organismes qui rentrent en ligne de compte pour promouvoir l'intégration régionale, pour enlever les barrières douanières, les barrières de visa. C'est vraiment des processus encore en cours, mais encore trop fragile et pas encore massif pour permettre cette intégration régionale. Donc, il faut arriver à détruire toutes ces barrières, les barrières d'infrastructure, les barrières d'intégration régionale, les barrières et d'éducation, les barrières culturelles qui vont faire en sorte que nous y arrivons. Mais pour y arriver, il faut que cela soit fait par les hommes, la ressource humaine, mais africaine à la base. Il faut que ce soit les Africains qui prennent la stratégie de développement africaine à bras le corps. Ce n'est pas des experts, même s'ils vont apporter une aide, une vision, une objectivité, mais ce ne sera pas des experts venus de Washington, de la Banque mondiale ou venus de Chine ou de France ou d'Allemagne ils vont certes appréhender quelques problématiques de développement adaptées à l'Afrique, mais cet enjeu essentiel,
c'est les fils et les filles de l'Afrique qui vont l'appréhender et qui vont la mettre en place, qui vont la dérouler pour qu'il y ait des effets durables à moyen et long terme. Ok, bien. C'est très bien, vous avez parlé de quelques pistes à élaborer, nous avons parlé des problèmes, nous avons parlé des solutions à mettre en place. Donc, selon vous, on va parler des stratégies parce qu'il faut mettre des stratégies ou bien des processus en place pour permettre aux pays africains de se développer. Donc, quelles sont les stratégies et processus que les pays africains doivent mettre en place pour un développement durable? Alors, après, évidemment, quand on parle du domaine purement stratégique, au-delà de ce qu'on a énoncé sur les volets sur lesquels ils doivent s'appuyer, il y a la stratégie va être, évidemment, c'est aussi une vision politique. Et comme dans notre émission, on est des opérationnels et des pragmatiques, soucieux de donner les solutions aux différents problèmes. Donc, au point de vue stratégique, comment les élaborer? Il faut juste qu'on ait un miroir qui nous reflète ce qu'il y a, les intrants qui permettent le développement. Les intrants, on a dit la ressource humaine. Maintenant, c'est du volet politique de savoir quelles sont les stratégies pour puiser la richesse qu'il y a dans les ressources humaines. On a dit, il y a les ressources du sous-sol, il faut les extraire et les transformer. Après, il y a une vision stratégique derrière qu'il faut élaborer pour voir de quelle mesure on extrait et on transforme. On a parlé de l'agriculture, on a dit exactement ce qu'il fallait, comment on pouvait, avec 10 ou 15 millions de kilomètres carrés, le mettre au service de l'agriculture pour arriver à l'autosuffisance. En fait, on déroule de manière opérationnelle. Après, la stratégie de faisabilité immédiate incombe à ce niveau-là maintenant au choix politique, des politiques en place pour y accéder. On a parlé du réservoir énergétique, qu'on avait le potentiel hydraulique au niveau du bassin du Congo. De manière opérationnelle et technique, nous savons comment mettre en place un projet, par exemple, de construction d'un barrage qui va alimenter toute une sous-région. Maintenant, après, il faut, je pense que dans une émission, peut-être inviter un politique pour que lui, il puisse dresser les priorités et les orientations politiques qui vont être mises en place, par exemple, pour exploiter cette formidable ressource hydraulique dont nous, les techniciens, on sait comment mettre en place, comment développer, comment mettre un projet en place et comment alimenter au final ces populations. On a parlé de l'éducation et de la santé, qu'il faut dans les infrastructures de communication, de transport et logistique, investir aussi dans les infrastructures pour la santé et l'éducation. Et on a parlé de l'éducation également, que ce n'était pas que les infrastructures sur lesquelles il fallait investir, il y avait tout le domaine des moyens et de la pédagogie. Mais maintenant, comment tout cela va s'articuler dans un projet propre, dans un pays ou une sous-région, je pense que ça, c'est plus du domaine politique, du volet politique, à savoir comment on monte l'enchaînement de tous ces points. Mais nous, c'est comme si on dressait un livre blanc des choses à faire. Maintenant, après, il faut que les politiques s'en saisissent et avancent là-dessus, quoi. Bien. Quel est votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, je voulais citer un ancien Premier ministre français qui est décédé, Michel Rocard, lors d'une conférence en 2002 à l'Académie des sciences morales et politiques. On lui avait posé la question de savoir si on pouvait arriver à un développement durable en Afrique. Et je me relis sa réponse parce qu'elle cadre bien avec l'ensemble de notre discussion de ce jour. Sa réponse était, il avait dit évidemment que oui, l'Afrique peut arriver à un développement durable, mais
sous 3 conditions, avait-il énoncé. Et il avait dit la première condition est de donner la priorité absolue à tout ce qui touche la gouvernance, donc tout ce qui touche la guerre ou la paix, la sécurité civile, la nature des États, la stabilité administrative et juridique et la fiscalité. Et il avait rajouté la pratique démocratique également. Bon, après, c'est un package. Il y a des choses peut-être à prendre ou à laisser, mais ça, c'était quand même un point important. Donc, tout ce qui touche à la gouvernance. Et son deuxième point, c'était d'accepter de remettre en cause l'ensemble des concepts qui ont longtemps perduré sur les relations, sur les partenaires avec l'Afrique, de laisser toutes les procédures et les instruments dont on s'est servi, dont se sont servis les pays riches pour aider les pays pauvres. Donc, tout ce qui concerne la politique d'aide, il faut complètement la laisser pour aller vers autre chose. Et le troisième point, qui est à mes yeux le plus important, il avait dit que le troisième point, je vais le citer, il avait dit le troisième point est l'idée d'accepter que le développement ne se parachute pas et ne peut venir de l'extérieur. Il ne s'affirme que lorsqu'il est auto-centré et puissamment piloté par une volonté nationale forte, éclairée et légitime. Donc, c'était vraiment, tel qu'on en parlait tout à l'heure, de dire que la force du développement réside dans la richesse de l'homme et de l'homme qui appartient à ce territoire, qui le connaît, et donc des Africains. Voilà mon mot de fin. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, c'était avec un grand plaisir et j'espère qu'on pourra se retrouver à nouveau. Bien, merci. Au revoir. Au revoir.